Alors, ça marche bien? Oui. On démarre. Donc, on va reprendre. Alors là, c'est une séance un peu particulière, non seulement parce que c'est pas exactement le casting prévu, mais ça, on a eu d'autres séances où on avait des changements de tête d'affiche, donc c'est pas ça l'originalité, c'est surtout que vous avez vu que jusqu'à présent, on a essayé de faire des sessions sur des périodes quand même relativement courtes, à part la première qui était, on va dire, la voiture d'ouverture du convoi. Et en fait, là, on est dans la voiture balai du convoi, c'est-à-dire qu'on a dépassé le moment qui nous paraît important pour notre problématique, à savoir 68. Et là, on va essayer de voir à partir de 76, le mouvement de 86, le mouvement de 95, le mouvement autour du CPE, de la LRU, etc. On va essayer de voir justement comment se met en place cette nouvelle organisation de la démocratie étudiante avec des assemblées générales, des coordinations, etc. Et là, on va surtout le voir à partir de deux configurations particulières et de deux points de vue aussi particuliers, puisque Azouad Djebara est étudiant en master d'histoire, ici même, dans cette maison, et a été aussi vice-présidente de l'UNEF. Mais là, c'est plus par rapport à ses recherches qu'il interviendra sur le mouvement de 95. Et Marianne Munier, elle interviendra plus en tant que témoin, hein, actrice, du mouvement contre le CPE, contre la loi pour l'égalité des chances. Tu nous diras comment tu l'appelles. Donc le mouvement de 2006, on va dire, et en tant que représentante nationale de la tendance, ou d'une des tendances minoritaires de l'UNEF. Je ne sais plus si on avait deux. Donc, une à gauche, une à droite. Donc une des tendances minoritaires de l'UNEF à l'époque. Donc, deux points de vue différents, mais une problématique commune, c'est-à-dire que à partir du mouvement de 76, 86, 95, 2006, etc., la question qui se pose, c'est en fait l'articulation entre les coordinations qui deviennent plus ou moins le modèle naturel, rien n'est naturel, de l'organisation nationale d'une mobilisation étudiante et les structures syndicales qui existent. Là, ça sera à chaque fois plutôt à travers le prix. Ah, formidable. Et Sophie Binet nous rejoint. Donc finalement, le casting n'est pas totalement... Donc, voilà. Vous avez aussi Sophie Binet, qui est actuellement une des responsables nationales de la CGT. Je ne veux pas dire de bêtises sur ton... On dit confédéral. D'accord. C'est bon, c'est là. Voilà. Et qui donc, à l'époque, était une des responsables de la tendance majoritaire de l'UNEF, toujours pendant le mouvement de 2006. Donc là, vous avez Marianne qui était une représentante de la tendance, d'une des tendances minoritaires, et Sophie qui était une des animatrices de la tendance majoritaire. Donc, ça ne change rien par rapport à la problématique, dans le sens où la question qu'on se pose toujours, c'est le rapport d'un syndicat étudiant, du principal syndicat étudiant, dans ces deux périodes, en tout cas pour 1995 et 2006, le rapport du syndicat étudiant majoritaire, on va dire, par rapport aux coordinations. Et donc là, on va voir deux configurations différentes, peut-être sans revenir sur 76, sur 86, mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'entre le mouvement de 76 et le mouvement de 86, vous avez déjà des évolutions, puisque la coordination de 76 pouvait être vécue comme une coordination concurrente des structures syndicales préexistantes. Avec 86,
notamment pour l'UNEFIDE à l'époque, eh bien ça sera plutôt un mouvement où il y aura une meilleure articulation entre l'UNEFIDE et la coordination. Et donc là, je vais laisser la parole à Azoa sur le mouvement 95, où là on a un mouvement étudiant particulier. Je dis juste deux choses, mais sans vouloir déflorer le sujet. Moi, à mon avis, une des caractéristiques importantes, c'est qu'en fait, c'est un mouvement étudiant un peu tué dans l'œuf par un mouvement social plus général. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une des grosses grèves contre la réforme des retraites. Et en fait, avant ce gros mouvement sur la réforme des retraites, il y avait eu un petit mouvement dans les universités qui était de plus en plus fort dans certaines universités, qui d'ailleurs ne mobilisait pas que les étudiants. Il y avait eu donc un début de coordination. Et je m'arrête là pour que Azoa vous en dise plus. Bon, mais merci. Bon, tout d'abord, peut-être pour expliquer un peu ma position particulière, puisque je suis un ancien responsable de l'UNEF, mais ce n'est pas au titre de cet engagement que je parle. C'est parce que tout simplement, je pensais qu'il était utile de pouvoir mener des recherches de niveau master sur la question du mouvement étudiant de 95, parce que c'était un mouvement assez particulier, peu connu, et surtout déformé dans la manière dont on pouvait le retranscrire ici et là, dans les mémoires militantes, mais aussi dans les mémoires journalistiques, puisqu'on a tendance à confondre ce qu'a été le mouvement social le novembre décembre 95, gros mouvement social, puisque il y a eu plusieurs journées de grève, et notamment il y avait des manifestations qui étaient assez conséquentes. Donc on a eu tendance à noyer en fait, ce mouvement étudiant, comme je le disais très justement, dans une mobilisation plus large et plus générale. Moi j'avais envie de travailler un petit peu sur ce mouvement-là. Depuis, mon sujet de recherche est un petit peu élargi sur les années 90, sur l'enchaînement des mobilisations étudiantes. Et aujourd'hui, on voit notamment qu'à travers des programmes, notamment le programme qui nous réunit aujourd'hui ici, un PICRI, que ce genre de recherches sont encouragées. Donc c'est quelque chose d'assez positif. Pour ce qui est du mouvement de 95 et de la question qui nous préoccupe, qui est la question des coordinations nationales et notamment du lien Assemblée Générale, coordination nationale, il y a plusieurs choses qui est nécessaire de prendre en compte quand on veut comprendre un peu les caractéristiques spécifiques de ce mouvement. D'abord, c'est la problématique même de cette mobilisation, d'où part-elle et pour quelles raisons des étudiants se mettent en mobilisation. C'est essentiellement la question budgétaire à l'époque qui est la cause de la mobilisation étudiante, avec notamment le choc de la massification, puisque dans les années 90, on est dans la dernière phase d'accroissement des effectifs étudiants, et c'est par centaines de milliers que l'université augmente ses effectifs chaque année. Et en 95, au final, c'est la crise de la massification c'est une crise de croissance, puisque la crise de la massification, il y a une crise de croissance que connaissent les universités, et cela pose des questions, des problèmes budgétaires assez conséquents. Et la mobilisation étudiante ne va pas partir de l'action des syndicats, on en parlait, puisque ce ne sont pas les syndicats étudiants tels qu'ils existent à l'époque, donc l'UNEFIDE et l'UNEF, SE pour la caractériser et pour la distinguer de sa concurrente syndicale. Ce ne sont pas ces deux organisations-là qui sont à la base de la mobilisation, mais un collectif d'étudiants rouennais qui, sur la question budgétaire, commence à créer des assemblées générales, à porter des revendications et notamment à interpeller le ministère de l'Éducation nationale, qui à l'époque dirigé par François Bayrou. Donc de cette mobilisation rouennaise va s'étendre une mobilisation nationale, ça fait tache d'huile, et les syndicats étudiants comprennent rapidement la nécessité d'intégrer ce mouvement, de l'amplifier et de lui donner une consistance assez importante. On va avoir un mouvement qui va être important sans jamais au final passer un cap qui peut-être lui aurait permis de rester dans les mémoires collectives, de rester davantage dans les mémoires collectives, avec une mobilisation assez importante dans les universités de province, avec des universités qui sont en grève et des universités qui font des journées d'action, des manifestations. Une mobilisation qui existe en région parisienne, mais qui ne sera jamais très conséquente. Et donc c'est aussi
ce point-là qui a étudié. Donc moi, dans l'état actuel de mes recherches, je ne suis pas encore allé jusqu'au bout, notamment des entretiens, de la consultation des archives qui sont disponibles. Mais ça, c'est une question qui se pose. Quel a été le poids au final de la mobilisation entre la province et la région parisienne dans la réussite ou non de ce mouvement. Sinon, si on occulte cette question-là, on peut constater que ce mouvement a eu des conséquences non négligeables puisqu'il a abouti au point de vue syndical. Dès lors que l'UNEF-ID, l'UNEF-SE rentre dans la bataille, formalise des revendications nationales et non plus des revendications locales, puisque les étudiants de Rouen, c'est très légitime ce qu'ils font, mais ils ne portent que des revendications qui les concernent, qui n'ont pas une vision globale de la situation des universités en France, et donc ils voient leurs problématiques locales, et donc c'est sur cette base-là qu'ils interpellent le ministère. Le rôle des syndicats étudiants va être de formaliser des revendications plus conséquentes, en essayant notamment d'établir quelle est la situation générale dans l'ensemble des universités, et c'est là qu'il va y avoir au final, la coordination va apporter tout son sens à la mobilisation, puisque la coordination va permettre de réunir des étudiants de l'ensemble des universités et de pouvoir notamment formaliser des revendications choc, identifiables, sur la base desquelles le mouvement va pouvoir notamment se faire entendre, et y compris se faire entendre très largement, puisque le pouvoir politique regarde ce qui se passe du côté des étudiants. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, Jacques Chirac a été élu quelques mois auparavant avec l'apport des voix des jeunes. Sur le mouvement de 2006, au préalable, le mouvement du CPE, il faut regarder donc la situation de l'UNEF juste avant janvier 2006, donc qui a quand même fortement contribué à ce que ce mouvement soit une réussite et à ce que l'UNEF puisse avoir la place qu'elle a eue dans ce mouvement, puisque donc en 2001 on met fin à la division du syndicalisme étudiant avec le rassemblement entre l'UNEF-SE et l'UNEF-ID. Juste avant le lancement du mouvement sur le CPE, on a en décembre 2005 notre congrès qui était à Reims. Et donc qui marque un rassemblement important au sein de l'UNEF, puisqu'il y a une majorité qui se constitue à 80%, qui met fin à une longue période de tension interne qui avait commencé avant la réunification et puis qui avait duré après, tension très importante. Et puis ce congrès, il marque aussi, dans le prolongement de ce qui s'était passé en 2003, le rapprochement de l'UNEF avec l'ensemble des organisations syndicales, puisque le congrès de 2003 se passe juste après le choix de la Confédération étudiante de quitter l'UNEF. Donc en 2003, on fait venir l'ensemble des organisations syndicales pour qu'elles affirment leur attachement au rassemblement du mouvement étudiant, donc tout le monde vient sauf la CFDT. Et au congrès de 2005, il y a Bernard Thibault qui vient au congrès de l'UNEF, chose qui ne s'était pas réalisée auparavant, avec en plus Jean-Claude Mailly, etc. Et on fait, le thème de notre congrès, c'est la question générationnelle sur le droit à l'avenir, qui finalement amène vraiment la question du CPE. Donc tout ça pour dire qu'on était très près finalement à cette mobilisation. C'est ce qui fait que c'est l'UNEF qui a lancé la mobilisation, puisque le 16 janvier, quand la mesure est annoncée, d'ailleurs je crois même que notre communiqué est antérieur et qu'on fait notre communiqué de presse le 14 janvier, au moment où il y a une fuite dans le monde de l'annonce. C'est suite à ce communiqué de presse qu'une intersyndicale se met en place à l'initiative de l'UNEF, puisque depuis 2003 et la sortie de la CFDT du mouvement sur les retraites, il n'y avait plus d'intersyndicale réunissant tout le monde, donc c'est l'UNEF qui permet à une intersyndicale de se recomposer. Et puis, sur la mobilisation, moi je me souviens sur les premières semaines de mobilisation,
on était vraiment les seuls à être marqués par la question du CPE. Un certain nombre d'organisations de groupuscules gauchistes, ou par exemple le Sud étudiant, par exemple, étaient beaucoup plus intéressés par la question des postes au concours que par la question du CPE. Et les premières semaines, justement, on se bat avec eux sur non, le CPE c'est important, c'est là-dessus qu'il faut d'abord construire la mobilisation. Cette mobilisation, donc on l'a construit sur un principe, c'est qu'on a besoin d'un mouvement de masse pour pouvoir gagner. Et donc, de fait, pour avoir un mouvement de masse, il faut qu'on accepte de ne pas diriger, le mouvement, et que finalement, le jour où on se sent dépassé par la mobilisation, c'est un signe positif parce que ça montre qu'on a réussi à massifier le mouvement. Donc ça, c'est admis, débattu, assumé comme stratégie, et c'est la stratégie de l'UNEF qui est débattue au sein de sa direction. Le mouvement, on fait le choix de le construire sur 3 piliers. Le premier pilier, donc je l'ai dit, c'est l'intersyndicale qui est recomposé grâce à l'UNEF et aux liens qu'on est capable de faire entre Force ouvrière et la CGT notamment, et puis en réussissant à mettre la CFDT dans la boucle. Deuxième pilier, c'est la coordination des organisations de jeunesse. Donc on crée un collectif qui rassemble l'ensemble des organisations de jeunesse et qui se réunissent régulièrement pour rythmer le mouvement. Et puis le troisième pilier, c'est les AG, les coordinations. Sur la question des AG, donc très clairement c'est un choix fait par l'UNEF et c'est l'UNEF qui convoque les premières AG. Donc ce choix on le fait, je le disais, parce que on considère que le seul moyen de gagner c'est d'avoir un mouvement de masse et que l'UNEF n'est pas assez nombreuse pour suffire en elle-même à diriger et assumer un mouvement de masse. Pour nous, c'est un outil de conscientisation des étudiants, c'est un outil de massification et surtout c'est indispensable pour pouvoir lancer la grève dans les universités. Pour autant, c'est l'UNEF qui lance les AG, mais le rapport de l'UNEF aux AG, ça reste un rapport compliqué, surtout pour ces militants. Pour un militant syndical, pour un militant de l'UNEF, le plus dur et les souvenirs les plus marquants, les plus traumatisants aussi, c'est les souvenirs d'AG, et ça reste des moments extrêmement difficiles à gérer quand on est militant syndicaliste. C'est difficile parce qu'à la fois on se sent responsable, puisque étant militant syndical, et y compris en 2006, c'est nous qui impulsons le mouvement et qui voulons gagner, donc on a la responsabilité, on se sent la responsabilité de conserver un mouvement majoritaire qui permette de gagner. Et c'est difficile de l'autre côté parce que l'UNEF elle est toujours très exposée pendant les AG, puisqu'elle fait choix, contrairement aux autres forces, de nombreuses autres organisations diverses et variées, d'avancer à visage découvert avec une stratégie assumée. Et donc, de fait, une grosse visibilité et une forte exposition pendant les assemblées générales. Et puis, c'est difficile parce que, contrairement à beaucoup d'autres groupuscules, enfin certains autres en tout cas, pour l'UNEF, les AG, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Et il y a un certain nombre de personnes plus ou moins éloignées du milieu étudiant, mais qui reviennent périodiquement quand il peut y avoir un espoir d'assemblée générale, pour qui l'assemblée générale, ça réveille plein de choses, et c'est un lieu en tant que tel qui doit exister en permanence. D'ailleurs, il ne doit pas y avoir de durée limitée, tout doit s'y faire, etc. Avec, justement, je disais, un vrai désaccord de fond sur la volonté qu'a l'UNEF que les AG elles restent de masse et majoritaires. Et donc dans ce mouvement, tout au long du mouvement de 2006, finalement, le rassemblement il se fait autour de l'UNEF avec tous ceux qui veulent que le mouvement reste de masse et majoritaire. Ça paraît assez bateau comme principe, mais malheureusement, il y a beaucoup d'acteurs sur les campus qui en général sont plus étudiants, qui n'ont pas du tout ça comme objectif, et pour qui le mouvement étudiant c'est un lieu de radicalisation, de recrutement, ou alors juste un lieu pour se faire plaisir et se construire des souvenirs militants. Sur l'enjeu pour l'UNEF sur les AG, je le disais encore et toujours, c'est d'en faire des assemblées générales de masse, parce que c'est ça qui permet la légitimité de l'assemblée générale à déclarer la grève. Donc, ça c'est le premier débat qu'on peut avoir au sein des AG, c'est à quel moment on va pouvoir voter la grève. Et puis le deuxième débat c'est sur la question des blocages.
où nous on se bat pour qu'on vote la grève seulement au moment où l'AG est suffisamment majoritaire pour y assurer une légitimité et faire en sorte que la grève derrière soit suivie massivement. Et puis le deuxième débat, c'est sur la question des blocages, qui, je pense, est une question qui est quand même plutôt nouvelle en 2006, et qui finalement, a eu des impacts variés, mais bon, on a beaucoup de soucis de blocage minoritaire qui conduisent à vider les campus et à vider les assemblées générales, avec finalement le seul enjeu de l'AG, c'est de reconduire le blocage, et donc on fait une seule AG par semaine avec des étudiants qui ne viennent plus à l'université ou ne viennent plus même dans la ville universitaire, ils restent chez eux parce qu'ils savent que de toute manière la fac sera fermée, et où on se prive de la capacité à mobiliser massivement. Et puis le deuxième enjeu sur les AG, c'est que c'est aussi pour nous un thermomètre de la mobilisation. Et donc en interne, on remonte très précisément. Mais du coup, je ne parle pas de 2007, alors... non, 2006, ça suffit. On remonte très précisément le nombre de personnes dans les AG, et d'ailleurs, ça nous sert aussi de moyen de démonstration de force, puisque dans nos communiqués de presse, on parle du nombre d'étudiants en manif, mais on parle aussi du nombre d'étudiants en AG. Donc c'est un thermomètre en tant que tel. Et donc pour finir sur les coordinations étudiantes, c'est tout sauf spontané. Pendant le mouvement sur le CPE, il y en a eu 9. La première à Rennes et la dernière à Nancy, c'est ça? Je ne sais plus. Tu comptes. Ouais, c'est ça. Il y en a une après Nancy. Même sur les chronologies. D'accord. Donc la première a eu lieu le 18 février, et donc avant la première coordination, on a eu un débat interne important pour savoir si l'UNEF allait s'investir dans cette coordination, un débat entre les tendances de l'UNEF, mais aussi au sein de la tendance majoritaire. C'était pas un choix évident de s'investir dans la coordination. C'est ce qu'on a fait. Finalement, le terme d'Azois de mal nécessaire, ça correspond globalement à notre vision de l'AG, de la coordination. L'AG, c'est un peu différent, mais la coordination pour tous ceux qui n'en ont pas vécu, c'est très particulier. C'est la première qui a lieu à Rennes, elle commence à 14h, elle finit à 2h ou 3h du matin non-stop. Oui, finalement, comme quand on était petit. Sauf que cette coordination, c'est la plus courte. Et les 9 coordinations qui suivent, c'est rigolo, c'est une règle. Chaque coordination suivante était toujours plus longue que la précédente. Et donc les dernières coordinations, je crois qu'on était à 48 heures non-stop, donc sans pause, sans dormir, avec à chaque fois le même, le même procédé sur... D'abord, on débat des conditions de la cohorte, et donc il y a des débats interminables pour valider les mandats, savoir qui peut y être, est-ce qu'il y a des observateurs qui sont là, est-ce que les observateurs ont le droit de parler, est-ce que les journalistes ont le droit d'être là, est-ce que les journalistes ont le droit de... etc. etc. Donc ça prend entre 4h et 10h, le temps que le décor soit posé. Ensuite, on débat de la plateforme avec l'UNEF qui se bat pour réduire la plateforme au mot d'ordre qui font l'unité. Bon, ça tient à Rennes, et sitôt la deuxième coordination c'est fini, la plateforme est interminable et on rajoute des nouveaux trucs à chaque coordination. Donc on a voté, enfin nous on l'avait pas voté, mais en tout cas c'était au final dans la plateforme, la taxation des ventes d'armes, des choses très hétéroclites. Et donc juste pour finir sur la coordination, au final la coordination, pour nous c'était plus un enjeu d'affichage qu'un enjeu de mobilisation, puisque du fait des 3 leviers que j'ai indiqués, l'intersyndicale, le regroupement, le collectif des organisations de jeunesse et la coordination, ça nous permettait de limiter la casse par rapport aux déclarations complètement lunaires qui pouvaient être issues de la coordination du fait de ces modalités de réunion. Et donc sur la plateforme, je pense que les étudiants n'ont pas été particulièrement marqués par les plateformes de la coordination. Et de fait, sur les différents rythmes de mobilisation, c'était marqué soit par les dates intersyndicales, soit par les dates appelées par le regroupement des organisations de jeunesse. Et juste pour finir, pour avoir une idée des rapports de force, donc les coordinations pendant le CPE, l'UNEF représentait en permanence entre 30 et 40% des délégués dans les coordinations. Et puis très vite, le nombre d'étudiants, on va dire, indépendants qu'on pouvait ranger dans aucune colonne s'est limité. Et à côté, on avait lutte ouvrière, la fraction de lutte ouvrière,
ouvrière, le Seul, la FSE, Alternative Libertaire, Combat, etc. Enfin une liste infinie de groupements, mais donc tout ça pour dire que la coordination c'est tout sauf spontané et que c'est une mécanique très particulière avec y compris des choses à maîtriser pour pouvoir maîtriser et limiter la casse, et qu'on a réussi à la limiter justement avec l'alliance autour de l'UNEF de tous ceux qui voulaient garder un mouvement de masse et majoritaire et qui puissent se donner les moyens de gagner. Merci beaucoup. Marianne Minier. Ouais, donc moi j'ai l'habitude de parler toujours moins que Sophie. C'est une petite blague entre nous. Enfin bon. Oui, donc moi je vais déjà vous préciser de quelle place je parle, parce que contrairement à Sophie, moi j'étais à l'UNEF pendant le CPE, mais j'étais pas dans la tendance majoritaire, j'étais dans ce que nous appelions à l'époque la tendance Tous Ensemble, qui est issue du congrès de réunification de l'UNEF en 2001, entre les deux UNEF, l'UNEF-ID et on appelait ceux qui étaient à l'UNEF-ID appelaient l'UNEF-SE, et moi je suis rentrée à l'UNEF en 2002, c'est-à-dire que l'UNEF était réunifiée, voilà, donc moi l'UNEF-ID, l'UNEF-SE, tout ça je ne connaissais pas bien, et la tendance Tous Ensemble s'inscrivait historiquement dans une histoire de l'UNEF-ID, l'histoire de la TUD, la tendance unitaire et démocratie, qui s'est constituée suite au mouvement de 95 et suite à, alors voilà, on a des points de vue différents, suite à l'agression de la majorité de l'UNEF de l'époque face à la coordination nationale étudiante de 95. Donc voilà, pour nous, la notion de coordination étudiante, de démocratie étudiante dans le mouvement étudiant est quelque chose qui est porteur et identitaire dans notre tendance. C'est quelque chose qu'on portait à tous les congrès, ça fait un petit bout de temps, et c'était quelque chose de porteur en plus de deux éléments. La question de refuser les réformes libérales de l'université qui n'avaient rien à négocier, voilà, notamment sur le LMD, la licence master doctorat, et puis ensuite la LRU. Et puis le troisième élément sur lequel il y avait des accords profonds qui justifiaient la constitution en tendance, c'était la notion d'allocation d'autonomie, alors universelle, qui est devenue au cours de mon mandat au bureau national de l'UNEF avec les camarades, on a réfléchi, on est devenu sur la notion d'un pré-salaire étudiant pour toutes et tous, et qui ressemblait un petit peu, finalement on s'inscrivait, nous c'est ce qu'on disait, alors c'est toujours la mémoire étudiante, et voilà, nous on s'inscrivait dans la tradition de la gauche syndicale dans l'UNEF. Voilà. Non, et donc on le disait comme ça, et c'est comme ça qu'on formait nos camarades sur l'histoire de l'UNEF, etc., etc. Donc c'est juste pour expliquer que du coup on risque d'avoir un petit décalage, autant il y a des éléments sur lesquels je partage ce que dit Sophie, c'est-à-dire que sans l'UNEF, le mouvement contre le CPE n'aurait pas existé au départ, puisque c'est l'Union nationale des étudiants en France qui, le 14 janvier, lance la fronde contre le gouvernement sur cette question. Ça, je suis convaincue de ça avec Sophie. Après, la vision qu'elle peut avoir des coordinations étudiantes n'est pas tout à fait la même, même si la démocratie prend du temps, et que lorsqu'on souhaite unifier l'ensemble du mouvement étudiant, quels que soient les engagements des uns et des autres, ça prend forcément du temps, c'est-à-dire unifier autour d'une même revendication, de plusieurs revendications, et permettre aux étudiants non organisés de s'impliquer. Pour nous, en tout cas à l'époque, ça passait par les assemblées générales dans les universités, et le deuxième élément, ça passait par les coordinations nationales étudiantes, qui pour nous devaient être la représentation réelle de ce qu'était le mouvement. Donc voilà, donc il y a eu débat dans l'UNEF, il y a eu débat aussi dans la tendance, puisqu'on avait des syndicalistes qui étaient aussi engagés en politique, et puis on avait des camarades qui faisaient de la politique et qui par ailleurs faisaient du syndicalisme. Et du coup, les objectifs n'étaient pas tout à fait les mêmes. Non mais voilà, Je parlais des JCR. Ben oui, on avait des camarades qui étaient aux jeunesses communistes révolutionnaires qui, leur premier engagement, c'était le politique, et de l'autre côté, de l'autre côté de la tendance, on avait des gens qui étaient avant tout syndicalistes et qui dirigeaient des AGE locales. Voilà, donc la tendance Tous Ensemble à l'époque, c'est 5 AGE, enfin c'est 5 villes très présentes et quelques minorités là où la majorité était majoritaire. Et quelques minorités en région parisienne, mais nous, notre intervention était essentiellement en région.
en dehors de la région parisienne. Donc la vision que peut avoir Sophie, etc., elle n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que moi, j'ai connu, dans le cadre de ce mouvement, des assemblées générales étudiantes, notamment à Dijon, parce que moi j'étais issue de Dijon au départ, de 3 à 4 000 étudiants, sans possibilité, et ça jusqu'au mouvement, enfin le CPE est retiré le 11 avril, donc jusqu'au 10-12 mars, quoi, un mois avant. Il n'y avait même plus d'amphi de la taille, voilà, les assemblées générales étudiantes, enfin les AG, se passaient entre étudiants, sur la pelouse du campus, avec l'université, du coup, parce que j'étais à nous, hein, l'université était à nous à ce moment-là, était obligée de nous prêter des enceintes, des sonos, et il y avait 3, 4, 5 000 étudiants qui étaient là et qui votaient la grève étudiante, votaient le retrait du CPE. Donc après, il y a le débat sur la loi sur l'égalité des chances. Nous, on avait fait le choix de concentrer notre intervention sur la notion de CPE pour unifier largement, comme le disait la majorité du NEF. Voilà, en sachant qu'au fur et à mesure des trucs, nous, on a voté encore des revendications autres qui pouvaient se relier, qui, à mon avis, étaient gagnantes. Et notamment, on a élargi au retrait de l'ensemble de la loi sur l'égalité des chances. Nous, on était convaincus de ça. C'est-à-dire que le CPE étant un article de cette loi, on pensait que la loi pouvait partir. Donc, et les coordinations nationales étudiantes, pour moi, c'est jusqu'à celle de Lille, c'est-à-dire jusqu'à Lille, donc c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la 6e, ou la 7e, je ne sais plus bien dans l'ordre, jusqu'à celle de Lille, pour nous, en tout cas, les coordinations nationales étudiantes étaient la représentation légitime. Bien, c'est à Lille que je me suis fait exclure. Oui, mais alors pourquoi tu t'es fait exclure, Sophie? Dis-le, voilà. Donc, non, mais parce qu'il faut aussi dire, c'est-à-dire que jusqu'à Lille, pour nous, enfin même jusqu'à Lyon, parce qu'on est allé à Lyon, puis ensuite on est allé à Nancy, et là c'était la catastrophe. De notre point de vue, jusqu'à Lille, la coordination nationale était la représentation légitime du mouvement étudiant. C'est-à-dire que nous, dans notre orientation, on s'est battu dans les cohortes avec les camarades non organisés, hein, par ailleurs, qui étaient dans les AG, etc., pour que la coordination nationale est un bureau de coordination, soit la représentation légitime du mouvement pendant le mouvement, et puisse avoir des porte-paroles. Et donc il y avait un bureau de 7-8 personnes où il y avait des porte-paroles. Et nous, on s'est battu pour que ces porte-paroles puissent être le porte-parole du mouvement contre notre président. Hein, vous savez, on l'a toujours fait contre notre président de l'UNEF, Bruno Gillard, que vous avez vu sur toutes les télés, ou Julie Coudry, qui alors elle apparaissait sur toutes les télés, mais n'avait aucun pied dans la mobilisation étudiante. Enfin, faut se rendre compte, autant Bruno avait une part de légitimité par l'investissement des militants de l'UNEF, quelle que soit leur tendance dans le mouvement, et notamment le fait qu'on avait lancé le mouvement au départ, autant Julie Coudry, c'est une création de toutes pièces des médias, et que c'était une insulte au mouvement étudiant. Enfin, vraiment, elle parlait à la télé, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas ce qu'elle fait, en plus elle a 30 ans à l'époque. Enfin, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Mais vraiment, comme quoi, les enjeux de la démocratie étudiante, elles ne sont pas que des enjeux dans le milieu étudiant, c'est aussi des enjeux politiques, et c'est aussi des enjeux journalistiques, enfin médiatiques, des vrais enjeux de la démocratie tout court. Donc du coup j'ai dit ça, j'ai pas bien préparé, non mais juste pour lancer le débat, c'est-à-dire que quand je dis que c'est identitaire, c'était identitaire chez nous, et ça l'est toujours d'ailleurs, je pense, pour ceux qui nous ont suivis, cette notion d'auto-organisation dans les luttes, et le fait que l'ensemble des étudiants, à quel moment en fait l'Assemblée Générale prend le pas sur les organisations? Ça c'est une vraie question. Et à quel moment les personnes organisées n'utilisent pas non plus la coordination des assemblées générales pour faire passer leurs propres idées. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Sophie, le premier élément c'est d'être franc avec les gens. C'est-à-dire on est syndicaliste, on a une conscience différente de ce qui se joue, et donc on a à apporter ces éléments-là, mais en tant que tel et franchement. C'est-à-dire on ne se peut pas passer pour des non-organisés ou je sais pas quoi, enfin, on est syndicaliste, on assume, etc. Ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est aussi laisser la place à ceux qui ne sont pas organisés.
Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire sur les villes ou les endroits, les facs où on était. Et par la suite, entre deux mouvements, les gens rejoignent ensuite le syndicalisme étudiant. Ils ne sont pas écœurés, ils s'y battent clairement. Et c'était pour répondre à Marine Pulin, mais un peu à la question de Jacques. Moi, la manière dont je le vois de ma génération, c'est l'Assemblée Générale et la coordination étudiante, elle existe pendant le mouvement, c'est-à-dire que pour moi, c'est l'expression légitime du mouvement, et quand il n'y a pas de mouvement, l'expression légitime, c'est l'organisation syndicale. Et donc, c'est toujours un jeu entre les deux, et de savoir lequel s'efface au profit de l'autre, en fonction de la situation sociale, finalement. Voilà. Merci beaucoup pour cet exercice difficile avec en plus un temps contraint. Donc le débat est lancé, il y a déjà des mains qui se lancent. Si chacun peut être bref pour qu'on échange. Bonjour, donc Julie Lemazier. Oui, je voulais juste apporter, puisque la tribune est un peu, enfin à part Azoua qui est là en tant que chercheur, mais en tout cas est un peu monocolore en termes d'appartenance syndicale, quelques éléments sur ce qui s'est passé en dehors de l'UNEF, parce que même si ça peut être qualifié de popusculaire, ça existe aussi. Par rapport aux conséquences de 95, l'une des conséquences justement de cette affaire de service d'ordre qui attaque la coordination, l'une des conséquences, c'est justement la création des syndicats sud-étudiants, puisque sur une base double en fait, qui est assez révélatrice de ce qu'a été le mouvement de 95, à savoir revendiquer la démocratie dans les luttes et le poids des AG de coordination. Et la deuxième, c'est de faire le lien par rapport à ce qu'a dit Jean-Philippe, de faire le lien avec l'interprofessionnel de manière plus marquée, puisque Sud-Étudiants, contrairement aux autres syndicats étudiants, est dans une union syndicale, dans une confédération. Même si ça ne s'appelle pas confédération, mais voilà. Et du coup, autre précision, ça veut dire que quand il y a la réunification de l'UNEF, ça ne réunifie pas tout le syndicalisme étudiant, mais simplement les deux UNEF, contrairement à ce qu'était le projet au début. Et alors, juste pour préciser, moi j'ai dépouillé en fait les archives de Sud Étudiants juste avant le mouvement de 2006, et en fait la chronologie des communiqués de presse de Sud Étudiants sur le CPE, elle est exactement la même que celle de l'UNEF, c'est juste qu'ils sont moins repris parce que c'est une organisation qui est beaucoup plus minoritaire, mais il y a des communiqués de presse sur le CPE qui appellent très clairement à la mobilisation sur le CPE dès les premiers jours. Donc le but de Sud Étudiants n'est pas du tout de polariser sur la question des postes au concours. Il se trouve qu'il y a eu des petites mobilisations sur les postes au concours, notamment par exemple à Poitiers, qui ont permis de poser les bases d'une mobilisation et que ça pouvait sembler important à certains syndicalistes de le rappeler. Mais en tout cas, c'est clair que toutes les organisations de jeunesse, alors après moi je sais pas, je sais pas si on peut dire si sans l'UNEF le mouvement aurait marché ou pas, c'est un peu compliqué de faire de la politique fiction, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas simplement l'UNEF qui se rassemble contre le CPE, mais c'est l'ensemble des organisations syndicales et politiques dans le collectif justement Stop CPE et qui fait le travail de mobilisation, même si l'UNEF a plus de force pour le faire. Tous les militants politiques et syndicaux, en tout cas qui sont dans le collectif Stop CPE, font le travail d'information sur les campus, de diffusion de tracts, d'information des étudiants. Voilà. Et donc c'était juste ces précisions que je voulais ajouter. Et donc même chose pour les coordinations, pour leur longueur. C'est aussi, enfin c'est sûr que c'est un obstacle à la démocratie, mais c'est aussi, enfin c'est pas simplement en fait, c'est pas simplement les entre guillemets les franges gauchistes, etc. qu'il faudrait rallonger la coordination. C'est aussi qu'il y a de fait des questions qui se posent par rapport à la question des délégations litigieuses, des gens qui ne sont pas forcément mandatés par des AG, qui n'ont pas forcément donné leur appartenance syndicale quand ils sont fait mandater ou des choses comme ça. Donc forcément, ça rallonge en fait d'autant les débats et les conflits qui peuvent avoir lieu pendant les coordinations. Et dernière chose, je ne crois pas du tout que, je pense que ça existe en fait, les gens qui sont plus étudiants et qui viennent quand il y a des mobilisations, et qui, mais c'est pas l'essentiel des gens qui sont pour les assemblées générales. Il y a aussi des gens qui sont implantés dans les facs, qui font un travail militant ou syndical dedans toute l'année et qui pensent qu'effectivement l'AG n'est pas forcément une fin en soi, mais est plus que ce que considère l'UNEF, c'est-à-dire est un lieu d'expérimentation démocratique qui politise en fait les gens, qui les socialise, qui les intègre, qui les pousse à s'intéresser à leur université, que c'est un intérêt en soi. Une petite précision, parce que du coup,
c'est aussi l'époque où on est déjà dans notre action d'archivage, on va dire, des mouvements étudiants, donc des congrès, mais aussi des coordinations. Donc on n'a pas pu, évidemment, archiver toutes les coordinations, parce que nous avions, même si les moyens rémois étaient plus importants que ceux qu'on a actuellement, mais on n'avait pas les moyens de faire toutes les coordinations, mais on a pu en faire quelques-unes, dont effectivement celle de Lille, mémorable, mais, tout en respectant toujours le devoir de réserve qui nous est imposé par notre déontologie d'archiviste. Ce qui est intéressant à voir, c'est que par rapport à ce que dit Julie sur le fait que nos deux témoins sont monocolores, justement ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la même formation syndicale, il n'y a pas les mêmes approches, et on pourrait, ça serait intéressant aussi, pour un mouvement comme Sud Étudiant, il y a aussi un débat pour un mouvement comme Sud Étudiant qui, lui, porte l'auto-organisation dans son programme de départ, où justement il peut y avoir un débat sur est-ce que le syndicat étudiant, même pour l'auto-organisation, doit se dissoudre dans le mouvement social quand il y a un mouvement social, ou doit continuer à apparaître quand il y a le mouvement social. Donc ça aussi, c'est des débats intéressants à creuser par rapport à notre problématique générale de la journée. Levez les mains pour les dernières questions. Oui, alors c'est toujours... oui, c'est monocolore, mais en même temps, on n'a pas eu ni la même manière de travailler. Nous, par exemple, on a fait le choix que l'ensemble des camarades qui étaient proches ou qui faisaient partie de la tendance tous ensemble de l'UNEF dans les AG soient vraiment élus dans les AG et soient élus sur la base du fait qu'ils soient de l'UNEF. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient TTE, hein, mais ils disaient « je suis de l'UNEF ». Et que les camarades, dont moi par exemple, qui étaient à l'époque au bureau national, donc j'étais suivie de ville, je participais à des AG, mais alors une fois à Paris 5, une fois à Dijon, une fois à Amiens, puisque j'ai beaucoup couru. Je n'ai jamais été déléguée en coordination nationale, donc j'étais présente au corps, mais je n'ai jamais vu les corps de l'intérieur. C'est-à-dire que j'étais à la porte, puisque... Ben non, mais ce qui se passait dans la corde était... mais ça a été un... Alors, j'étais un peu... la personne un peu bizarre, parce que les gens venaient me voir, ils me demandaient qu'est-ce que tu fais dehors, pourquoi tu rentres pas, tout ça, mais je ne suis pas élue en fait. Donc, je ne suis pas élue par une AG, donc je ne rentre pas en corde. Et je crois que c'est un élément qui est dans la manière d'envisager la coordination nationale et la manière dont on les envisageait. C'est aussi ce qui nous a différé de nos camarades majoritaires, mais c'était un long débat. Je vais être déléguée. Bah non, mais tu étais observatrice. Sauf que du coup, nous, on refusait la notion d'observation, puisque on se disait, soit on estime que c'est la légitimité, donc c'est les AG qui élisent leurs délégués pour la coordination nationale. La notion d'observation, à quoi ça sert au bout d'un moment d'être observateur si tu n'es pas capable de te faire élire dans ton AG, quoi. Enfin, le débat, il était là aussi. Donc voilà, moi j'ai passé toutes les cohortes dehors. Il y avait Azwa qui voulait réagir, et il y a Mireille Blanc qui va faire une dernière question. Oui, non, moi c'était juste par rapport à ce que disait Julie Lemazier sur la question de Sud Étudiant. En effet, c'est une des conséquences de 1995, la création des syndicats Sud Étudiants au début de l'année 96. Donc il y a eu des conséquences internes à l'UNEFID dans la distorsion de vision qui peut exister à l'époque et qu'on a retrouvé là aujourd'hui sur le mouvement de 2006, mais il y a aussi des conséquences externes, avec notamment la création de Sud Étudiant qui notamment rebondit sur ça et qui est aussi le fait de militants qui parfois viennent du monde politique, viennent de certaines organisations politiques, de militants qui étaient là comme ça dans la mobilisation sans attache particulière. Donc c'est quelque chose aussi à noter que j'avais oublié d'évoquer, mais qui est un des points significatifs de 95, et je vous conseille plusieurs lectures sur le mouvement 95, ou du moins sur des mémoires qui ont notamment évoqué cette question-là. Il y a le mémoire de Romain Villa qui est présent ici, qui évoque cette question-là, notamment sous le prisme des rapports syndicaux. Il y a le mémoire d'Emmanuel Porte, donc c'est davantage des mémoires de sciences politiques, mais je trouve qu'ils ont un intérêt assez fort, puisqu'il y a notamment pas mal de témoignages de protagonistes, donc c'est assez intéressant. Et sur 95 et la forme même de la coordination, il y a le mémoire de Jean-Daniel Lévy,
qui a été soutenu, je crois, à Paris 1 il y a quelques années de ça, qui porte aussi sur la question de la coordination en 1995. Merci beaucoup. Mireille, rapide. Oui, moi rapidement, je ne sais pas de quelle coordination on parle, parce que pour avoir été très engagée dans le mouvement contre la LRU, moi j'étais à l'époque, maintenant je suis retraitée, mais j'étais biatos à Paris 8, où j'ai fait toute ma carrière, c'est-à-dire je suis passée d'étudiante à chercheuse, et puis un beau jour j'ai réalisé que j'étais mieux du côté des biatos, qu'on n'appelait surtout pas les biatos, mais les personnels non enseignants. Et donc, je pense que, ce qui aurait d'intéressant quand même à débattre, ça peut être l'ouverture d'un autre débat, c'est qu'à partir de 68, l'Assemblée générale et la coordination, c'est une réalité de la vie sociale et politique de l'institution universitaire. Et alors, Paris 8, bien sûr, Paris 8, où d'ailleurs, moi j'ai été... je ne suis pas présidente d'une coordination au moment de la CPE, présidente de séance, c'était pas très facile, enfin bon, on y est arrivé. Et donc, ce que je veux dire, c'est que par exemple, autour du CPE, c'est dommage qu'on n'en ait pas un peu, pas de la LRU, c'est quand même un mouvement, pas seulement étudiant, c'est essentiellement, c'est aussi un mouvement des petits biatos, du plus bas de l'échelle, les catégories C jusqu'aux catégories A, bien sûr, mais et du corps enseignant, et pas le corps enseignant de catégorie A, mais là aussi, c'est-à-dire que l'ensemble de la... je n'aime pas du tout le mot... le monde universitaire en tant que tel, la collectivité universitaire, elle existe. La communauté universitaire, voilà, il y a un excellent article comment il s'appelle, bon, peu importe. Elle n'existe pas, la communauté universitaire. Par contre, elle passe à certains moments dans des luttes, dans des coordinations, dans des assemblées générales. Il y a une communauté, une convergence de lutte et d'idées qui fait qu'on avance ensemble. Et je pense que c'est pas plus l'UNEF, je suis désolée, mais pour avoir été militante pendant des siècles, pas plus l'UNEF que Sud, que la CFDT, que c'est l'ensemble des gens qui sont tous les jours étudiants, biatos et enseignants qui brusquement à un moment se rendent compte qu'ils ont besoin d'avancer ensemble, de descendre ensemble dans la rue et d'essayer de faire avancer le mouvement et de gagner des luttes. Et je crois que c'est peut-être ça le plus important. C'est ça. Et un des héritages de mai 68, c'est l'Assemblée générale et la coordination au sens large. Alors, donc, dans l'héritage des assemblées générales, il y a aussi la gestion du temps. 30 secondes pour Sophie Binet pour qu'elle finisse sa conclusion. Et Roby peut déjà se préparer à venir pour conclure. Non, très rapidement, sur l'histoire des postes au concours, je n'ai pas épluché les communiqués de presse, mais en fait j'ai dit ça parce que je me souvenais, moi à l'époque j'étais suivie de Montpellier, de Brest et de Cergy, et donc je me souviens notamment à Montpellier qu'on avait ce débat-là, je ne sais plus si c'était avec Sud et avec d'autres, mais je me souviens qu'on avait ce débat. Ensuite, sur la situation des AG, elle était très variable en fonction des universités, mais globalement, effectivement, c'est d'ailleurs ce qui a fait la réussite du mouvement, c'est que c'était des AG comme des moyennes. Et la divergence, effectivement, c'est est-ce que les organisations syndicales ont une légitimité à continuer à exister, à agir, etc. pendant un mouvement étudiant, et nous considérons que oui, et qu'elles ont une légitimité, mais surtout une responsabilité à continuer à le faire. Et juste pour rebondir sur l'intervention, on n'a pas pu parler de 2007, c'est dommage, ça aurait été intéressant. Mais finalement, en y réfléchissant, je pense que la problématique qu'on a eue en 2007, c'est l'écart entre le niveau de rapport de force des étudiants qui est très fort, parce que on est sur la suite du CPE de 2006 et ça a réactivé la peur permanente de la mobilisation étudiante par les gouvernements, avec le rapport de force des personnels qui l'est moins. Et donc du coup, des personnels qui se reportent sur les étudiants pour aussi porter leurs revendications et porter le rapport de force, et donc un débat, des dissensions qui se font un peu sur cette base-là. Et peut-être qu'il faudrait qu'on approfondisse cette question-là. Disons, pour conclure de manière un peu, outre les remerciements et les rendez-vous, d'abord, sur la question de la démocratie étudiante, je vais partir d'un point de vue, c'est du point de vue du sens pratique. La démocratie étudiante, pourquoi faire? La question ne s'est pas posée. Pour faire vivre, comme moyen de faire vivre une association, comme manière de faire vivre une institution, comme manière aussi
de représentation. Et je pense que la question de la représentation et de la représentativité, donc, elle est aussi un peu au cœur, elle était au cœur du passage de l'AGE, enfin du passage, de la question de l'AGE à l'AG, représentativité de type syndical, c'est-à-dire essentialiste, la question de la représentativité par les assemblées générales, dans le cadre de mouvements, électoral, les élections, hein, et puis y compris la manière dont on a parlé sur la presse, un petit peu, la question de la représentation vis-à-vis de l'extérieur, la représentation de l'identité. Et donc c'est là-dedans qu'il faut qu'on réfléchisse. Alors d'une part, il y a des continuités, en résumé, de ce qu'on a vu. Rôle des AGE, rôle des AG, rôle de petits groupes, rôle des GTU, rôle des 22 mars, rôle de la bande de copains qui anime, quelle que soit une lutte à un moment donné. Il y a la socialisation et le lieu de sociabilité. La question des disciplines. Comment ça se passe dans les disciplines différentes? Et pas simplement les disciplines, les lieux. Est-ce qu'on a affaire à des petites unités, des grandes unités? Le territoire, Paris, province. Donc là, on a un certain nombre de continuités. Alors, dans les questions, quels sont les changements? Le changement, c'est autour des années 60, ce sont des changements quantitatifs et qualitatifs. La massification, vue sous tous les angles, la massification n'étant pas qu'une démocratisation à l'identique, d'ailleurs n'étant pas forcément une démocratisation telle que l'entendait, mais surtout la transformation du rôle de l'université qui est à la fois en amont et en aval de cette massification qui fait qu'on passe d'un accord, grosso modo, entre les étudiants et les politiques sur le rôle de l'université, et simplement les uns poussent à élargir plus, sans contester les fonctions de l'université, mais en disant qu'il faut élargir le nombre d'étudiants pour produire grosso modo les mêmes choses, pour démocratiser, à une contestation du rôle même de l'université, et c'est quelque chose qui intervient au moment même où le cadre de représentation syndicale unique éclate, a commencé à éclater en 1961, on a vu 68, on voit les sessions d'après, et un changement donc des questions. L'Assemblée générale, il y en a existe avant, y compris dans les facs, comme dans le mouvement ouvrier, mais c'est le rôle même de ces assemblées générales. Qu'est-ce qu'on demande aux non-syndiqués, aux non-responsables? De venir s'informer. L'Assemblée générale d'information va transmettre les décisions prises, hein, et on va inviter les gens à venir à des manifestations déjà prévues. Est-ce que ça va être l'Assemblée générale consultation à la base, et puis nationalement, l'organisation syndicale fait la synthèse, et on va passer à partir, je ne développerai pas, bon, je peux l'expliquer ailleurs, mais ça, on y reviendra, on va arriver à un système, il y a un moment de transition, c'est les 60 et 68, et on va arriver à un système qui nous vient des lycéens, parce que chez les lycéens, il n'y a pas de syndicalisme lycéen, il y a une domination directe des groupes politiques, et on est confronté au moment de l'affaire Guyot à un mouvement de masse qui ne peut pas être pris en charge officiellement en termes de représentation par les groupes politiques, et c'est à ce moment-là qu'est inventée, entre guillemets, la coordination, sur la base, d'ailleurs, par une organisation de la Ligue communiste, sur la base d'une référence, la référence traditionnelle à la démocratie soviétique, mais qui en fait va prendre elle-même, être intégrée au fur et à mesure dans le répertoire traditionnel étudiant, avec des approches différentes, hein, que ce soit du côté d'organisations politiques, d'organisations syndicales diverses et variées, qui vont avoir une approche différente, prudente, et en plus une utilisation de la forme coordination, de l'appel à la coordination, dans un cadre concurrentiel, hein, puisqu'à un moment donné ou à un autre, c'est telle ou telle organisation qui va mettre en avant le système de coordination. Mais en fait, on est bien dans le cadre général non de la crise ou des mutations sociales, avec crise et mutation de la délégation de pouvoir et de la représentation. Et je conclus par une chose, c'est que la transition entre les moments, les conjonctures de mobilisation et les périodes routinières, c'est des transitions difficiles. Parce qu'on peut dire pendant la mobilisation, coordination, et puis après, c'est les organisations, c'est vrai, mais il y a très souvent des cas physiques de groupes, de personnes, on va avoir des transitions. Ce qui nous donne
à un moment donné, des exemples, des organisations permanentes qui vont se créer. Coordination permanente des collèges d'enseignement technique, créée par la CGT, c'est pas dès 1975, et c'est pas un hasard s'il utilise le terme coordination. On aura bientôt de quoi, sans doute, des archives, de quoi développer plus. La coordination infirmière, pour partir ailleurs. La coordination infirmière, qui est de coordination de mouvement, une partie se maintient et va devenir syndicat, en s'institutionnalisant. C'est-à-dire que, à un moment donné, vont, dans le cadre de structures de mobilisation, elles vont soit réintégrer le paysage existant, soit le modifier. Et à la limite, qu'est-ce que Solidaire étudiant après 95, sinon une manière aussi d'avoir une organisation syndicale supplémentaire qui naît dans un moment donné, comme d'autres organisations sont nées à d'autres moments donnés, créées par une loi quasiment, comme on l'a vu avec la FACH en 1989, créées par d'autres phénomènes historiques, et ça, c'est des choses qui vont nous occuper au niveau des recherches encore un bon moment.